Très bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e webinaire Innovatome. Donc ce webinaire s'intitule Communiquer sur le nucléaire, comment innover pour convaincre. Donc, je m'appelle Laura Venot et je serai votre modératrice aujourd'hui. Donc petit rappel pour poser les questions sur la plateforme. Vous avez plusieurs onglets, le canal chat pour les soucis techniques, tout ce qui est soucis de connexion, et puis le canal QR questions-réponses pour tout ce qui traite de la conférence elle-même. Donc voilà, vous pouvez poser vos questions à cet endroit-là. J'ai le plaisir de vous présenter donc Catherine Dalverny, qui est directrice communication adjointe d'Orano, et puis Tristan Camin, qui sont avec nous, ingénieur sûreté chez Orano Projet. Bonjour. Donc, ce webinaire est organisé par la SFEN Jeune Génération, qui rassemble les étudiants et jeunes professionnels de la SFEN, qui est la Société française d'énergie nucléaire. Donc, la SFEN JG a plusieurs activités au niveau international, national, régional. Et ces webinaires Innovatome ont pour but de faire connaître aux étudiants et jeunes professionnels les activités d'innovation des acteurs de la filière, mais également de rencontrer des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur métier. Donc, pour en savoir plus sur la SFEN JG, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous avez un petit message qui s'apparaît, vous n'hésitez pas à cliquer dessus. Donc, pour ma part, je suis impliquée dans la SFEN JG, notamment dans l'organisation des webinaires Innovatome. Et je suis ingénieure chez EDF à la division production nucléaire depuis 2018. Donc, je travaille notamment dans le domaine des déchets radioactifs à l'unité technique opérationnelle, donc, qui est située en Île-de-France et plus précisément en Seine-et-Marne. Donc, le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit en fait dans un cycle de 3 webinaires qui s'intitule « Former, informer, innover, la filière nucléaire se réinvente ». Et le webinaire d'aujourd'hui, donc vous le savez, a pour thème « Communiquer sur le nucléaire, comment innover pour convaincre ». En fait, l'innovation, c'est un élément clé pour toute industrie et notamment pour l'industrie nucléaire. Elle peut être de différents types et elle s'applique à plusieurs domaines d'activité. Donc, on pense facilement à des sujets technologiques comme un nouveau design de réacteur ou une solution innovante de réduction des déchets radioactifs. Mais ça s'applique aussi à la communication pour mieux toucher son public cible. C'est important puisque le nucléaire, c'est un secteur sensible dans lequel le moindre incident peut entraîner un emballement médiatique. Je pense à des accidents du travail sur une installation nucléaire qui font l'objet d'articles de presse. Donc, c'est arrivé encore tout récemment, mi-août, alors qu'on ne parle pas forcément d'accidents du travail dans d'autres industries. Et c'est parce que le secteur est sensible qu'il est essentiel d'informer, de se faire connaître dans les médias, sur Internet. Et innover dans les moyens de communication, et les moyens de communiquer l'information, c'est un réel défi pour les entreprises aujourd'hui, notamment vers le grand public, afin d'informer tout d'abord, mais aussi de convaincre pour participer à l'acceptation de l'industrie nucléaire. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir la démarche d'Orano avec l'intervention de Madame Dalverny. Et à une autre échelle, le développement de blogs, de chaînes YouTube illustre la fidélisation de personnes autour d'influenceurs qui ont également un réel impact. Donc ce sera l'occasion de découvrir le parcours et la vision de Monsieur Camin. Donc Catherine, je vous invite à commencer. Je vous laisse la parole pour 15 minutes de présentation et nous enchaînerons avec une session de questions-réponses. Merci Laura. Bonjour à toutes et tous. Donc, je pense que je vais voir la présentation arriver, j'imagine. Voilà, merci. Petit préambule, je rebondis. Finalement, je ne fais pas les présentations. Laura les a fait pour moi de très belle manière. Merci. En tout cas, je suis personnellement vraiment ravie d'être là avec vous, même si j'aimerais bien vous voir. Pour partager la démarche qui a été la nôtre côté Orano. Donc, Orano, vous le savez, est une entreprise à la fois ancienne et jeune, en tout cas jeune dans la forme Orano. Et s'est posé effectivement la question en tant qu'entreprise, donc que marque, de la manière dont on allait communiquer aux premières années finalement de création de l'entreprise en externe. Avec une conviction, donc on se replace dans la démarche peut-être qu'on l'a initiée il y a 1 an, en plein débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, avec une thématique sur le climat qui prend de plus en plus d'importance. Et nous nous sommes posé la question finalement au niveau de la direction de la communication et de la direction générale de la manière dont on allait ou de la volonté qu'on avait, ce qui était le cas, de s'engager dans ce débat, avec néanmoins aussi une conviction, j'allais dire peut-être des perceptions, mais que nous avions besoin d'objectiver sur l'existence d'idées reçues sur le nucléaire. Et Laura l'a un petit peu ébauché. Et c'est ce que je veux partager avec vous finalement aujourd'hui, le point de départ qui a été le nôtre dans cette réflexion.
et qui nous a conduit non pas à faire une campagne de com, une campagne de pub, on va dire classique, mais à partir d'une démarche donc on a travaillé avec l'Institut BVA sur une étude d'opinion donc, que nous avons lancée finalement il y a 1 an déjà, dont l'ambition était de détricoter, de comprendre les idées reçues des Français sur le nucléaire. Pour vous poser le décor, donc une étude faite auprès d'un échantillon de 3000 personnes, ce qui est en règle générale, les échantillons d'opinion, on est plutôt sur des standards de 1000. On voulait qu'ils soient robustes, on voulait pouvoir en avoir une interprétation par région, aussi bien qu'au niveau national, et on voulait également en avoir une interprétation autour de nos sites. Donc, on a lancé cette étude, alors je ne vais pas vous la dérouler dans son exhaustivité, on pourrait y passer des heures tellement elle est passionnante, mais ça a vraiment été le point de départ et je voulais pointer avec vous sur quelques-uns des items qui ont été, alors j'espère que vous voyez bien à l'écran, qui ont été posées, des questions qui ont été posées aux Français. Notamment, on a essayé de comprendre, entre autres choses, dans les arguments pour et contre le nucléaire, quels étaient ceux qui faisaient réagir le plus ou qui intéressaient le plus, sur lesquels les Français se positionnaient. Donc, on avait une série d'items, ils en choisissaient 3. Même si vous ne voyez pas peut-être dans le détail précisément sur ce slide, vous avez 2 thématiques qui revenaient de manière forte et qu'on retrouve d'ailleurs dans les débats aujourd'hui, la notion d'indépendance énergétique et de souveraineté, et une autre thématique qui est sur la dynamique de l'emploi et finalement la perception que les Français ont de l'importance de cette filière. Alors, ce que vous voyez à droite, c'est le détail par grande région. Même exercice, on a aussi interrogé nos Français sur, à contrario, quels sont les arguments contre le nucléaire. Et là, je pense que ça ne vous surprendra pas. Venez donc en pole position la production de déchets non recyclables. Et en deuxième item, le risque d'accident. Avant, d'ailleurs, vous le voyez peut-être, des thématiques sur la santé et l'environnement. Alors, je fais un petit bémol à ce commentaire. Ça, c'est une moyenne et vous aviez bien évidemment des résultats que nous avons pu analyser aussi par typologie de population. Et si on zoome par exemple sur les jeunes, on voit que les thématiques santé et environnement sont un peu plus présentes, mais on garde quand même la même logique de classement. Autre question, on faisait réagir les Français finalement sur ce qui était le plus important pour eux. Donc par rapport au nucléaire, qu'il ne coûte pas cher, qu'il ait un impact limité sur l'environnement, qu'elle soit disponible à tout moment sans interruption ou qu'elle soit produite en France. Et effectivement, on était pour le coup un petit peu surpris et en même temps, quand vous corrélez ça avec finalement le fait qu'en France, il n'y a quasiment jamais de rupture, d'interruption dans la production d'électricité, ce qui donne aussi d'ailleurs la perception qu'ont les Français que globalement, c'est quelque chose qui est moins important. Donc, on voit revenir l'item du coût qui est en soi pas une surprise. Cette question, en fait, sur laquelle j'arrive, c'est finalement, c'est peut-être la question qui a fait, ou le résultat qui a fait le plus parler. Vous l'avez peut-être vu dans différents supports. Il a été repris par des éditorialistes, il a été repris par des élus. Et c'est en soi pour nous pas fondamentalement une surprise, mais sur l'importance du chiffre quand même, où on interrogeait donc sur cet item-là les Français sur, de leur point de vue, le nucléaire contribue-t-il à la production de gaz à effet de serre au dérèglement climatique? Et vous voyez qu'à 69%, ils nous répondent oui. Là, on est au cœur du débat sur les idées reçues. Si je zoome en revenant, comme je l'indiquais tout à l'heure, sur ma population des jeunes ou des femmes, on est là, on frise quasiment les 80%. Donc effectivement, vous pressentez que ce sujet-là, ça a été aussi un des points d'accroche du travail qu'on a fait
ensuite en matière de communication. Également, un élément sur lequel il nous semblait intéressant de faire réagir nos Français, en resituant ce que je vous exposais en démarrage, à savoir que cette étude a été menée donc au printemps 2019, moment où on sortait du débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Dans ce contexte où on pouvait imaginer que les Français avaient une vision du nucléaire, en tout cas de la transition énergétique comme la fin du nucléaire, vous voyez sur ces résultats que finalement, donc la partie en bleu, c'est ce qui va, la perception, pensez-vous que le nucléaire a une certaine échéance, que l'énergie nucléaire va continuer, va diminuer, va augmenter ou va rester stable. Vous voyez que 54% pensent qu'en France, elle va augmenter ou rester stable. Les chiffres sont un petit peu plus élevés quand on les amène à se projeter en Europe ou dans le monde. Tout ça pour dire que dans un contexte, et c'est j'allais dire un retour et un bilan que nous avions avec le cabinet d'études BVA qui nous a accompagnés, dans un contexte où le bruit de fond ambiant était plutôt à la thématique on va diminuer la part du nucléaire, ce chiffre en soi est intéressant et donne quand même une perspective de la manière dont les Français se positionnent sur notre énergie, malgré tous les questionnements, ce qu'on a évoqué tout à l'heure et le positionnement ou les questionnements qu'ils peuvent avoir sur la thématique du climat. Donc, si je résume l'enquête, après je ferai le lien avec la démarche que nous avons menée, on avait finalement une thématique importante sur la perception du nucléaire comme un secteur économique important, à la fois dans son développement, dans la conscience aussi que l'électricité en France est majoritairement d'énergie d'origine nucléaire, et avec l'argument de l'indépendance énergétique qui reste encore très fort. Et d'ailleurs, on voyait apparaître dans ce sondage aussi, en termes de perception, le nucléaire était perçu comme un atout par la moitié des Français, quasiment un peu plus de 47%, comme un handicap 34%, les autres, donc le reste des Français ne se positionnant pas sur cet item-là. Donc, le nucléaire n'est pas considéré comme un atout en termes de coût de production, et quand on réagissait avec le cabinet sur la comparaison sur ces thématiques-là, où finalement, nous disons aujourd'hui, quand vous interrogez les Français, ils ne vont jamais vous dire qu'une énergie, qu'un sujet, qu'une industrie est pas assez ou est peu cher ou autre. Donc, on se retrouve dans l'épure de ce que pensent globalement les Français sur différentes thématiques et avec aussi des débats qui reviennent sur ces items-là. Donc, un nucléaire qui est perçu aussi plutôt négativement sur le plan environnemental, on le voit avec souvent une confusion entre dérèglement climatique et pollution, une perception environnementale qui est biaisée, une perception aussi des déchets nucléaires qui donne une coloration assez précise à ce que les Français mettent derrière cette énergie. Donc, on voit un sujet sur lequel on a beaucoup de choses à travailler. Et en même temps, des éléments aussi intéressants sur la perception qu'ont les Français, sur une projection dans l'avenir, avec des Français qui pensent, et je l'ai évoqué tout à l'heure, que le nucléaire sera toujours utilisé à l'avenir avec les énergies renouvelables. C'est d'ailleurs un item sur lequel on les interrogeait, que je n'ai pas déroulé là, n'ayant effectivement qu'un temps limité sur cette thématique-là. Donc, de cette étude, finalement, qui était notre envie, notre volonté en tant que marque d'écouter ce que l'opinion publique, ce que les Français avaient à nous dire sur ces sujets, on a choisi, c'est un parti pris, et on parlait d'innovation, on a choisi d'avoir une prise de parole à la fois qui soit conçue comme une écoute des idées reçues et donc partir de ces idées reçues pour aller construire un dialogue à travers nos différentes prises de parole. Une prise de parole, alors vous voyez à l'écran, c'est un extrait en fait d'une captation d'écran d'une communication qu'on a faite sur les réseaux sociaux. Donc, avec un choix qui a été fait par Orano
d'avoir une prise de parole globale et qui interpelle sur les idées reçues avec un dispositif que je qualifie de 360. Donc, on a fait à la fois une campagne presse avec une volonté de faire du local, donc en travaillant sur la presse quotidienne régionale et la presse hebdo-régionale. Évidemment, vous l'aurez imaginé, une campagne digitale, display et réseaux sociaux, une rubrique sur notre site internet sur les idées reçues, et un choix aussi qu'on a fait de dérouler un média qui est assez, qui nous permet beaucoup de proximité, qui permet d'avoir un ton, d'aller chercher l'auditeur et d'aller chercher donc le public, qui était la radio. Et donc, on a pris les 3 thématiques qui se dégageaient de notre étude, à la fois la thématique du CO2, la thématique de l'emploi et de l'économique, et une thématique aussi qui était évoquée dans l'étude qui était sur le recyclage. Et on a déroulé, démultiplié cette campagne. À la fois, alors là, vous voyez à l'écran les 3 messages print, donc avec une accroche bien spécifique et un parti pris graphique aussi que nous avons choisi. Donc, et non, le nucléaire, on ne réchauffe pas la planète, en allant chercher aussi à travers ces annonces et le ton qu'on a choisi, en allant chercher aussi du débat. Une thématique sur l'emploi, qui était, et oui, il y a encore du boulot aussi en ouvrant sur le fait que le nucléaire se positionne comme une énergie d'avenir. Et non, tout n'est pas à jeter, avec une thématique sur le recyclage. Donc là, vous avez les visuels que nous avons déclinés en print. On a fait l'exercice en radio. Alors en radio, évidemment, avec un vecteur un petit peu différent. On s'est positionné comme un micro-trottoir. On a mis en scène, si vous voulez, des micro-trottoirs, en tout cas que nous aurions pu faire comme des micro-trottoirs, où on crée une conversation entre des Français sur cette thématique-là. Et bien évidemment, on a déroulé, il m'aurait fallu quasiment 2 heures pour dérouler le sujet, mais on a déroulé aussi ces thématiques-là sur les réseaux sociaux, avec à chaque fois des partis pris un petit peu provocateurs, à la fois dans le ton, donc on a pris une déclinaison, chacun des 3 thèmes, climat, recyclage et emploi, ont été déclinés donc sur LinkedIn, Instagram, sur Twitter, ont été déclinés aussi sur des bannières, on a fait des motion design, donc on a fait vivre complètement cette campagne avec vraiment un ton assez décalé, donc qui a parfois fait réagir, et c'était l'objectif aussi à travers cette manière de communiquer, se positionner comme un acteur du débat et faire aussi de la pédagogie. On a aussi beaucoup déroulé, accompagné l'étude que je vous ai vraiment très, très, très sommairement présentée auprès des leaders d'opinion, des think tanks, dans la presse évidemment. Vous avez peut-être vu ce chiffre qui a souvent été repris d'ailleurs sans être toutefois raccroché systématiquement à Orano, mais que ce chiffre a été repris, a été souvent d'ailleurs le point de départ de tribune d'éditorialistes sur ces thématiques et sur la manière dont on pouvait faire de la pédagogie dans le grand public sur ces thèmes-là. Et enfin, je terminerai par là, on en a fait aussi un objet d'échange et de dialogue avec nos collaborateurs qui sont à la fois aussi des ambassadeurs avec lesquels nous avons un réseau d'ailleurs interne d'ambassadeurs, près de 500 ambassadeurs sur les réseaux sociaux qui aussi s'impliquent, postent des contenus. Donc on a fait vraiment mis en place toute une mécanique globale en allant chercher vraiment nos collaborateurs, leur amenant de l'information et créant aussi évidemment un dialogue en externe. Donc c'était une campagne de marque qu'on a voulu un peu innovante. C'était donc c'est une séquence qu'on a déroulée l'année dernière. On réfléchit à la suite, mais c'était ce qu'on voulait un petit peu dans le canevas que présentait Laura, partager avec vous aujourd'hui sur cette démarche. Et je vais m'en tenir là si je veux respecter le timing qui m'a été imparti. Merci Catherine pour cette présentation très riche et qui amène, je pense, plusieurs questions.
On en a une première donc, qui vient du canal questions-réponses. Donc, Guillaume qui pose la question, est-ce que la proportion par région est-elle liée au nombre de centrales présentes dans la région? Voyez-vous une autre corrélation qui l'explique? Alors, par région, c'était d'ailleurs assez étonnant. On n'a pas vu, pour répondre à... C'est Guillaume, hein, c'est ça. On n'a pas, Oui. pas vu de différence notable d'une région à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu une région qui semblait complètement en écart par rapport à la moyenne. À un petit bémol près, celle qui était un petit peu moins dans la moyenne, mais vraiment avec un écart qui n'était pas significatif, c'était la Bretagne. Après, on voyait sur certains items, sur la perception du nucléaire, sur le côté emploi, évidemment des chiffres beaucoup plus importants dans les régions, notamment en Normandie, dans le bassin, dans le couloir rhodanien, et puis autour de nos sites. Mais pas, j'allais dire, pas d'écart significatif. Et c'était intéressant parce que c'est aussi ce qu'on avait cherché à comprendre dans cette étude et c'est pourquoi on avait fait un échantillon aussi important. D'accord, très bien. Guillaume, j'espère que ça répond à votre question. On a Gwenaël également qui nous demande est-ce qu'il est prévu de mesurer l'impact de cette communication en réalisant un second sondage éventuellement dans plusieurs mois, années pour pouvoir comparer avec ce qui a pu être fait ici. Bonjour Gwenaël, effectivement, c'est une réflexion qu'on est en train de mener probablement début d'année prochaine. Il faut aussi un petit peu de temps pour que aussi les sujets évoluent. Par ailleurs, c'est vrai que le contexte Covid occupe beaucoup l'espace. Donc là, c'est pas prévu dans les mois prochains, mais c'est début d'année, effectivement. Si on fait une étude de ce niveau-là, c'est aussi pour voir et pour aller chercher les Français et pour être toujours dans qui dit dialogue dit permanence, dit amélioration continue et dit continuité, effectivement. Bien sûr. Très bien. On a également une question de Carole qui demande comment les jeunes réagissent à ce type de campagne sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des réactions particulières de la part de populations plutôt jeunes? Alors, les jeunes, justement, je l'avais évoqué dans mon commentaire. On voyait d'ailleurs qu'il y avait, quand je parlais d'un petit peu de typologie, de sociologie des répondants, sur les jeunes et les publics féminins, un petit écart. On n'a pas, j'allais dire, noté de différence particulière, si ce n'est quand même qu'on a un débat qui a été assez riche. Mais quand je dis riche, c'est aussi beaucoup de débats et d'échanges, pas forcément comme on avait pu. On peut constater d'ailleurs sur les réseaux sociaux, la question de Carole m'amène à cette précision-là aussi, que ce qui était peut-être à une époque un peu plus des anti-nucléaires on était dans un débat un peu plus dogmatique, on a aujourd'hui un peu plus de débat et de partage et de véritable échange avec des collaborateurs de la filière, mais aussi d'autres, qui portent un débat et un échange. Donc et pour être vraiment centré sur le sujet des jeunes, pas vu j'allais dire, d'écart suffisamment significatif pour dire il y a eu ils ont beaucoup plus réagi que les autres. En même temps, sur les réseaux sociaux, on a aussi, ça dépend du canal, mais on a un public qui est peut-être plus jeune suivant les canaux que l'on analyse. Ciblé, oui. Ouais. D'accord, merci pour ces réponses. Je vois qu'il y a d'autres questions qui ont été posées. On les reprendra à la fin, puisqu'on va laisser la parole donc à Tristan pour sa présentation. Tristan, je vous laisse enchaîner sur votre présentation. À tout à l'heure. En tout cas, au niveau. Merci. Alors, par contre, c'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, Tristan. Je ne sais juste pas changer la présentation. Pas de souci, je m'en occupe. Merci. Hop. Et voilà. Merci, super. On va y aller du coup. Bien, alors du coup, moi, je ne me présente pas en tant que communicant, parce que ce n'est pas mon métier, ça n'a même rien à voir avec ma formation, donc je ne prends pas du tout le même angle que Catherine. Je viens plus vous partager un retour d'expérience. J'ai beaucoup d'activités, en quelque sorte d'ambassadeur, tel que l'évoquait Catherine, sur les réseaux sociaux, pour parler du nucléaire et lutter contre les idées reçues en particulier. Et du coup, voilà, tout ce dont j'ai prétention à faire, là, c'est juste vous présenter un retour d'expérience que j'ai de ces interactions sur les réseaux sociaux.
Donc, j'ai décidé de parler de 3 points particuliers, faute de pouvoir dérouler l'intégralité du sujet, qui sont les façons dont on peut avoir, nous, en tant qu'employés de la filière ou sympathisants de la filière même, de parler de ces sujets-là. Je vais prendre le temps de vous vanter les atouts des réseaux sociaux. Pourquoi je prends tant de temps à considérer sur ces milieux-là et pourquoi je considère que c'est un bon média. Et des façons de perfectionner la technique de communication sur ces supports-là. Et pour entrer directement dans le vif du sujet, où trouver et retrouver l'information. Tout simplement, on m'a souvent sollicité pour savoir comment avoir accès à de la matière pour répondre aux interlocuteurs, aux sollicitations, aux questions, etc. Du coup, l'enjeu, voilà, c'est de savoir trouver ou retrouver une information qu'on a pu voir par le passé. Évidemment, c'est tout ce qui est moteur de recherche, tout ce qui est plus classique, mais également des moteurs de recherche plus spécifiques. Là, je cite notamment Google Books, qui est un moteur de recherche donc propulsé par Google, qui s'intéresse à des livres, et ce qui permet de trouver des... Alors, la base, c'est de trouver des livres pour ensuite les acquérir, mais il y a souvent des extraits plus ou moins conséquents des livres qui sont accessibles gratuitement sur Google Books. Et sur les livres, par exemple, moi, c'est ceux de la collection Génie atomique de l'INSTM que j'utilise. Je ne les ai pas toujours sur moi, ils sont dans mon bureau en général. Et je sais que ces livres-là ont des gros passages accessibles sur Google Books, et je vais souvent aller les chercher, du coup, ces passages-là, pour répondre à telle ou telle sollicitation. Autre moteur de recherche très spécifique, c'est Google Scholar, qui est un moteur de recherche qui ne recherche uniquement des contenus de type littérature scientifique, donc livres universitaires et surtout études scientifiques. Alors, ça vous fera pas de filtre de qualité, ça vous triera pas par impact factor des revues, ça vous vérifiera pas que les revues soient à comité de lecture, mais ça donne déjà une matière première qui est du coup scientifique et qui est plus documentée, qui est plus solide, qui est plus robuste, voilà. Puis toujours dans cette option cet aspect d'avoir du bon site de recherche, il s'agit d'identifier des sites qui ont déjà fait des compilations de sources et d'informations qui peuvent nous intéresser. Alors, il y en a un qui est aussi évident que vite oublié, c'est Wikipédia. Wikipédia en tant que tel, et surtout Wikipédia comme liste de sources en fin d'article pour retrouver des informations. Et puis, je voulais en parler de 2 en particulier, qui sont celles du CEA et du CNRS, les monographies du nucléaire et le site radioactivité.com. Donc, les monographies du CEA, c'est, je dirais, une quinzaine de PDF accessibles sur leur site web. Je vous ai mis, ma présentation sera disponible. Ça, ce sont des liens hypertextes qui sont à droite, là. Vous aurez les liens directs. Et donc, ces monographies du CEA sont des ressources, donc une quinzaine de PDF, je dirais, assez complets sur des tas de sujets, mais qui nous touchent, assez techniques. Hein. Donc, voilà, la neutronique ici, les réacteurs nucléaires au sodium, les réacteurs expérimentaux, vous avez sur la fabrication du combustible, sur la vitrification. Ce sont des ressources, par contre, techniques. Là, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas à envoyer comme ça au public pour l'informer, c'est assez compliqué. C'est plutôt pour vous, une ressource pour vous l'assimiler et la retransmettre ensuite. Et puis le site radioactivité.com, c'est l'exact contraire, c'est un site qui est fait de centaines de petites fiches qui tiendraient sur un A4 à chaque fois, souvent bien illustrées, très abordables, qui se déroulent selon une séquence logique ou qui peuvent être prises indépendamment pour répondre à une question en particulier, et qui sont très très bien vulgarisées, moins bien sourcées par contre, mais très bien vulgarisées, et du coup qui sont vraiment quelque chose qu'on peut aussi bien utiliser pour soi, pour acquérir et retransmettre, que diffuser directement comme source auprès d'un tiers qui aurait des questions, qui chercherait à se renseigner. Moi, quand on me demande des ressources pour s'intéresser au sujet, je redirige très souvent vers ce site-là. Je vous parlais d'acquérir et retrouver l'information. Ensuite, on va parler d'archivage, de moyens de ne pas perdre ce qu'on a trouvé. Se constitue une bibliothèque de ressources. Alors, il y a une méthode qui est très bourrine, mais qui marche, c'est de tout enregistrer en local, enregistrer les pages web en PDF, les vidéos, dans des dossiers, dans des répertoires, avec des mots-clés, comme vous voulez. Vous pouvez faire la même chose sur des clouds, comme Google Drive, et qui ont l'avantage en plus d'être communautaires et avoir quelques outils éventuellement en plus. Et moi, ce que j'aime bien recommander, c'est des outils dédiés, comme, il y en a sûrement d'autres, mais moi, celui que je connais, c'est Trello. Trello, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un outil d'archivage et de tri, de listing, qui est communautaire, on peut être vraiment à plusieurs sur un même projet, qui est compatible avec des tas de supports, aussi bien des fichiers PDF, Word et compagnie, juste des liens, des copier-coller de texte, des vidéos, donc c'est très souple. Ça a une arborescence, je vais vous montrer, qui est très visuelle, qui permet de facilement retrouver ce qu'on cherche, d'archiver proprement. Et puis il y a des outils de gestion de type tag, image d'illustration, checklist, bon, moi je ne me sers pas de tout ça.
Il y a une version gratuite qui est limitée en nombre d'utilisateurs, en taille des fichiers, et puis une version payante, une version professionnelle que je n'utilise pas. Et Trello, ça ressemble à ça. Ça se présente comme une page web sur laquelle vous avez des colonnes comme cela, que vous pouvez nommer comme vous voulez, que vous pouvez mettre au nombre que vous voulez. Donc là, ici, dans mon Trello, on a une colonne ressources graphiques, ressources documentaires, une colonne ressources outils et données. Et dans chaque colonne, vous allez avoir des cartes. À vous de trier comme vous voulez. Nous, on a vraiment fait par thème dans la première colonne, par source dans les autres colonnes. Et dans ces cartes, vous allez encore avoir un niveau supplémentaire qui ressemble à ça. Donc là, c'est pour la carte CEA. Vous pouvez avoir une description et puis ensuite des tas d'activités. Donc ça peut être des bouts de texte, ça peut être des liens, ça peut être des pièces jointes, etc. Et ça permet du coup d'avoir un archivage thématique transparent pour tous les contributeurs et qui permet de retrouver assez facilement des ressources pour peu qu'on se rappelle sur les archiver par thème ou par auteur, par exemple. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur la partie récupérer et archiver l'information. Maintenant, j'en viens à ma propagande des réseaux sociaux, l'usage des réseaux sociaux. Que peuvent-ils offrir? Déjà, on va revenir sur les outils de recherche. Alors, Facebook est très très pauvre en outils de recherche. LinkedIn, je crois que ce n'est pas mieux. Instagram, c'est un désastre parce que Instagram, c'est le paradis des mots-clés et des hashtags. Et vous ne pouvez pas faire une recherche avec 2 hashtags, par exemple. C'est dire à quel point c'est limité. Par contre, Twitter offre des outils de recherche qui sont très puissants. Vous pouvez rechercher un ou plusieurs tweets par auteur avec le mot-clé from, par destinataire avec le mot-clé to. Vous pouvez chercher les personnes ou les mots qui sont mentionnés dans un tweet avec les parenthèses. Vous pouvez faire tous les jeux de parenthèses que vous voulez, des opérateurs and et or pour faire des recherches logiques. Vous pouvez appliquer des filtres, enregistrer tout dans des signets. Donc c'est très très abouti. Et en plus de ça, vous pouvez compléter par TweetDeck, qui est une interface dédiée à Twitter un peu plus détaillée, un peu plus chargée. Vous avez quelques outils de recherche en plus qui peuvent être par langage du tweet, par élimination ou inclusion des retweets et pas que des tweets. Vous pouvez filtrer par nombre de likes, de retweets, de réponses qui ont été faites aux tweets. Par exemple, moi, sur mon TweetDeck, j'ai un fil qui m'affiche tous les tweets qui contiennent le mot-clé nucléaire qui ont été likés un certain nombre de fois. Ce qui permet de voir assez rapidement s'il y a un sujet qui commence à monter un peu, à faire un peu de bruit avant de le découvrir dans la presse, par exemple. Voilà. Autre atout des réseaux sociaux, c'est l'aspect non pas social, mais l'aspect réseau. Notamment sur les réseaux sociaux ouverts comme Twitter et LinkedIn, c'est-à-dire où on n'a pas besoin de créer un lien réciproque avec une personne pour échanger avec elle, genre les amis sur Facebook. Donc sur Twitter et LinkedIn, par défaut, tout ce que vous écrivez peut être lu de tous. En tout cas sur Twitter et LinkedIn, j'en suis pas utilisateur, mais il me semble que c'est pareil si on ne change pas le réglage. Et du coup, ça permet de s'adresser à des personnes que l'on ne connaît pas et qui n'ont pas de lien, mais qui pourraient être intéressées par vos contenus et donc les diffuser auprès de ces gens-là. Ça vous expose aussi à des contributions de gens que vous n'attendiez pas. À titre d'exemple, quand j'ai commencé à être très actif sur Twitter, on s'est fait un petit noyau d'ingénieurs finalement de la filière, auxquels se sont avec le temps greffés des chercheurs dans la filière, puis des simples sympathisants qui sont souvent chercheurs, ingénieurs dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir. Et là, depuis quelque temps, je vois de plus en plus de personnes, des SHS, des sciences humaines et sociales, de la filière nucléaire, donc des gens qui parlent de l'histoire de la société nucléaire, qui sont compétents sur les aspects sociologiques, qui sont compétents sur l'aspect juridique du nucléaire. Donc il y a un effet de réseau qui se crée avec des gens qui sont assez loin de ma compétence et mes sujets et qui sont très enrichissants. Et puis, ça permet aussi de faire un réseau de compétences que l'on identifie et de pouvoir facilement rediriger une sollicitation, une question, par exemple, vers une personne que vous savez plus compétente que vous sur tel sujet. Si on m'interpelle sur Twitter sur le sujet du climat, je sais que je vais pouvoir mentionner sur Twitter un climatologue qui va pouvoir répondre. Si on parle des déchets du parc EDF, moi je connais mal, je suis Orano, j'ai un contact chez EDF côté déchets qui va pouvoir répondre. Si on parle de cycle du combustible, c'est les gens qui vont se tourner vers moi plutôt, voilà. Donc, et c'est beaucoup plus informel, juste de mentionner une personne, qu'on ne le ferait par un mail en introduisant le sujet, etc. Là, non, on vous sollicite, vous répondez en mentionnant la personne, elle voit, elle répond si elle a envie, c'est très fluide, c'est très informel, ça permet une diffusion et un échange qui est très rapide. Ceci étant dit, au-delà de ça, de pouvoir diffuser en quantité sur les réseaux sociaux, il y a cet aspect de pouvoir mieux diffuser ou mieux savoir diffuser l'information. Et les réseaux sociaux, c'est un effet formateur à ce niveau-là. D'abord par l'aspect confrontation d'idées, surtout sur les réseaux sociaux que j'appelais ouverts, comme LinkedIn ou Twitter. Notamment Twitter, le plus gros défaut de Twitter, c'est que c'est un terrain qui est hyper conflictuel. On a l'impression que tout le monde est un militant à fleur de peau sur ces sujets sur lesquels il s'engage. Ce qui est un peu vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme ça, c'est faux que c'est tout le monde.
Et cet aspect conflictuel est à la fois un défaut, mais un avantage aussi pour se former au débat, aux échanges, aussi bien avec des contradicteurs purs et durs, donc interpeller les antinucléaires ou se faire interpeller et débattre avec des antinucléaires qui peuvent être très constructifs et être vraiment vous forcer vous-même à vous remettre en question, à vérifier vos sources. Donc voilà, c'est formateur. Mais aussi des débats avec des gens qui peuvent être très sympathisants du nucléaire, mais d'une manière complètement différente de la vôtre. Et là, je vous liste quelques exemples qui sont donc des gens qui vont être par exemple très branchés sur les petits réacteurs modulaires, les SMR, et qui vont avoir une aversion terrible pour les méga réacteurs type EPR. Et du coup, on a beau être pro-nucléaire, on a des visions très différentes et qui peuvent être des échanges qui peuvent être enrichissants. Des pro-nucléaires qui vont être partisans d'une intégration poussée des énergies renouvelables intermittentes ou d'autres qui vont être opposés à l'intégration de ces énergies qu'ils considèrent comme des nuisances. Des pro-nucléaires qui vont être pro-croissance, développement durable et d'autres qui vont être pro-décroissance, sobriété, etc. Donc même entre gens d'accord, on peut avoir des désaccords et avoir des débats du coup qui sont enrichissants. On dit souvent sur les réseaux sociaux qu'il y a un risque d'effet bulle, qu'on risque de ne parler qu'à des gens qui sont de notre avis et convaincus. C'est vrai, mais c'est également très facile de faire éclater cette bulle et d'avoir du coup d'être confronté à une remise en question de soi-même permanente et formatrice. Et enfin, sur les réseaux sociaux, dans le côté formateur, il y a le côté identifier les risques dans le débat d'idées. Les réseaux sociaux ont la qualité d'offrir un tempo qui est vraiment propre à eux. Et lorsqu'on est dans un échange via Twitter, via Facebook, on a le temps d'aller vérifier les sources de son interlocuteur, ou alors aller chercher une de nos sources pour vérifier qu'on ne s'apprête pas à dire une ânerie, ou de demander une source à l'interlocuteur, alors que si vous êtes dans une discussion en face à face en temps réel, la personne n'a pas les sources avec elle, donc vous ne pouvez pas lui demander des sources, vous ne pouvez pas fournir les vôtres, c'est un peu votre parole toujours contre celle de votre interlocuteur. Et c'est beaucoup plus handicapant, et du coup les réseaux sociaux vous permettent d'acquérir les connaissances que vous pourrez ressortir ultérieurement en temps réel. Ça peut servir du coup à dans des cas, la formation fournie par les réseaux sociaux peut s'appliquer à des cas d'échange aussi bien autour de la table d'un repas de famille qu'une interview téléphonique avec un journaliste, qu'une émission de TV, de radio, voire en direct. Et il y a un effet formateur au débat, je n'arrête pas de le dire, dans le fond et dans la forme. Dans la forme, les débats sur les réseaux sociaux permettent aussi toujours avec cette opportunité qu'on a de prendre le temps, d'aller scruter les arguments fallacieux, les sophismes, aussi bien chez votre interlocuteur pour savoir ne pas vous empêtrer dedans, que chez vous pour ne pas y recourir, ou en tout cas y recourir en connaissance de cause. De préférence, ne pas y recourir, hein, on est d'accord. Ça vous permet d'identifier les arguments vos arguments qui auront le meilleur ratio efficacité sur effort à fournir en fonction de votre interlocuteur, surtout quand c'est des gens qui ne sont pas convaincus anti, mais qui ont juste des idées reçues. Savoir assez vite cerner quelle sera l'idée reçue à casser en priorité pour faire effondrer le côté antinucléaire et vraiment ouvrir une brèche pour discuter de manière plus posée et éventuellement convaincre votre interlocuteur. Ça, c'est pour la forme. Ça vous fournit aussi ça vous forme aussi à identifier les risques sur le fond et savoir reconnaître les arguments qui vont vous être vos arguments qui vont vous être dommageables. Comme par exemple, j'ai mis un exemple, l'Allemagne construit du charbon en remplacement du nucléaire, c'est faux. C'est quelque chose qu'on entend, qu'on lit souvent, qui est faux et qu'il ne faut pas utiliser. Et vous allez vite vous rendre compte, si vous l'utilisez sur les réseaux sociaux, vous allez vous faire sauter à la gorge derrière et apprendre à ne plus le faire et ne pas risquer que ça vous arrive, par exemple, dans un direct, dans une conversation en direct. Et puis, dernier point, les réseaux sociaux vous fournissent une veille sur les attaques à la mode contre le nucléaire. Que j'ai fait ces présentations il y a un peu moins d'un mois, c'était la canicule, c'était des réacteurs qui risquaient d'être mis à l'arrêt ou à faible puissance à cause de la chaleur ou de l'étiage des cours d'eau. Et bon, ça, c'est une mode qui revient tous les ans, mais certains apparaissent ex nihilo, on voit de nouveaux arguments sortir et devenir d'un coup très à la mode. D'autres viennent, disparaissent sporadiquement, notamment ceux qui concernent CIGEO. Dès qu'il y a une nouvelle étape sur CIGEO, on va avoir une nouvelle volée d'arguments qui vont revenir à la mode. Voilà, donc c'est vraiment fournir un outil de veille en plus de formation. Voilà le bilan de ce que j'avais à vous présenter de mes expériences sur les réseaux sociaux, de ce qu'on pouvait en tirer dans d'autres contextes. Et je vais rendre la parole à Laura qui vient de revenir. Merci. Merci Tristan pour cette présentation. Il y a une question là qui vient comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos comptes? Puisque vous avez un compte Twitter, YouTube, votre blog, Deux équivalents banana. Comment vous êtes lancé? Comment vous est venue l'idée en fait? D'accord. Alors, m'est venue l'idée en fait alors je m'intéressais pas au nucléaire pendant mes études. J'ai fait un double diplôme en génie atomique par hasard, hein, pour enrichir le CV. Hein. Le nucléaire m'intéressait pas à la base.
Enfin, pas outre mesure. Hein. Et c'est pendant mes études que du coup, le sujet m'a de fait intéressé, j'étais forcément intéressé. Et je me suis intéressé dans la foulée à ce qui se disait, pourquoi il y avait un mouvement antinucléaire si fort en France. Et c'est là que j'ai constaté sur les réseaux sociaux qu'il y avait une désinformation qui était très forte des écologistes associatifs et politiques. Et que j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin, hein, pour dire les choses un peu caricaturalement, et à m'engager comme ça à essayer de débunker leurs mensonges en général. Très vite, je me suis mis à faire ça sur Twitter. Et puis un jour, on m'a souvent demandé de faire ça sur un blog. Sur Twitter, le contenu se perd. Oui. Et l'idée de mon blog, donc 2 équivalents banana, c'est en fait d'avoir quasiment, dans un asymptote, d'avoir à terme un article pour chaque argument qu'on peut entendre sur le nucléaire. C'est pas possible. Typiquement, quand on me dit les déchets, les déchets, c'est pas un argument, donc je peux pas avoir une réponse contre ce non-argument. Et l'idée, c'est celle-ci, c'est d'avoir à terme, des sources, enfin, un petit récap informatif sur chaque argument. Et puis, on m'a aussi sollicité sur Twitter pour me demandant de faire une chaîne YouTube. Je ne pouvais pas, manque de temps, manque de compétences. Et du coup, j'ai créé une chaîne juste pour faire des vidéos en direct pour répondre en temps réel à des questions-réponses comme cela. D'accord. Et ça rejoint notamment une question d'Alexandre qui demande que pensez-vous de la communication des opposants au nucléaire, donc en citant Greenpeace. Est-ce que vous la considérez comme efficace, puisque finalement ça rejoint un peu la présentation de Catherine tout à l'heure, quand on disait que près de 70% des Français pensent que le nucléaire émet du CO2. Qu'est-ce qui fait que leur paraît plus efficace? Elle est efficace parce qu'elle est très simpliste, elle fournit des idées très, très prêtes à penser. Et pour les gens qui n'ont pas envie de s'intéresser, que ça n'intéresse pas particulièrement, c'est le droit d'un chacun de ne pas s'intéresser, mais du coup, on va vite se laisser assimiler ces idées qui diffusent en permanence dans les débats politiques, sur les réseaux sociaux, entretenus par les antinucléaires. D'accord. Là où leur communication est très médiocre, c'est que souvent, dès que quelqu'un commence à s'intéresser au sujet, il va vite être frappé par des incohérences dans leur communication. Ma préférée, c'est sur les déchets radioactifs, des années à dire il faut pas enfouir sous le tapis, il faut pas léguer aux générations futures. Et aujourd'hui, qu'au CIO commence à être un peu mûr, leur militantisme, c'est il faut mettre juste sous la surface, garder sous surveillance. C'est une manière de retourner leur veste. Ces incohérences qui sont très manifestes dès qu'on regarde à peu près sont vraiment des points faibles de leur communication sur lesquels on peut vraiment appuyer et faire mal. Mais vraiment aussi pour des personnes qui s'intéressent dans la durée à leur Il faut réussir à intéresser les gens, voilà. Ouais. Si les gens ne s'intéressent pas trop, c'est beaucoup plus compliqué de s'attaquer à ces idées très simples. C'est le principe de la symétrie de Brandolini, c'est que pour une idée très simple qui va être énoncée en 5 secondes, il va falloir prendre 5-10 minutes pour expliquer tout le contexte, reposer les bases, etc. D'accord. Ce qui est très compliqué. Oui, merci. On a une question de Guillaume qui demande: Tristan, n'es-tu pas découragé lorsque tes fact-checks n'ont jamais de réponse, les Greenpeace, Réseau Action Climat, voire bloqués? Je ne suis pas découragé parce que je vois sur les réseaux sociaux, ils ont beaucoup moins d'écho. La plupart du temps, un tweet de Greenpeace, de Réseau Action Climat et compagnie, ou même de politique antinucléaire va se faire, en tout cas sur Twitter, va avoir beaucoup plus de réponses que de diffusion, retweet, like. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Et il y a le fait que régulièrement, je vois de nouveaux journalistes qui me suivent et qui vont forcément jouer au lot de voir passer telle réponse, telle explication. Et je me dis que ces discours des antinucléaires vont être de plus en plus, c'est très prétentieux ce que je dis, mais j'ai vraiment l'espoir et l'envie de croire que ces discours vont être de plus en plus difficiles pour eux à faire passer dans les médias, dans les grands médias, parce que les journalistes vont être de plus en plus sensibles, voire de plus en plus nombreux à avoir conscience qu'il y a des choses qui ne collent pas, quoi. D'accord. Merci pour cette réponse. On en a également une dernière avant de passer aux échanges en ajoutant Catherine. Donc, qui revient sur votre présentation. Pourquoi est-il faux de dire que l'Allemagne construit du charbon? Ils ont bien rajouté du charbon et du gaz comme backup pour le solaire. Ils n'ont pas rajouté en fait la puissance installée en charbon. En gaz, c'est différent, mais la puissance installée en charbon en Allemagne, elle n'a pas varié. Ils ont ouvert une nouvelle centrale récemment, mais ils en avaient fermé d'autres un peu avant. On parle d'un gigawatt sur 40 ou 50. Leur puissance au charbon, leur capacité de production n'a à peine fluctué depuis 15 ans, quoi, depuis avant Fukushima. Alors, il y a eu, après Fukushima, quand ils ont arrêté brutalement des réacteurs, les nucléaires, les centrales à charbon ont davantage produit. Aujourd'hui, elles produisent moins qu'en 2010, avant Fukushima, parce qu'il y a quand même une montée en capacité de solaire et l'éolien qui les force à réduire la production. Donc, ils maintiennent leur capacité. On peut souligner qu'ils sont obligés de maintenir la capacité charbon
à Oui. cause de la fermeture nucléaire, mais on ne peut pas dire qu'ils ont remplacé le nucléaire par du charbon. Par contre, ils ont remplacé la capacité nucléaire par de la capacité en biomasse, donc essentiellement en bois ou en déchets verts, et en gaz. Ça, par contre, c'est des capacités de production qui augmentent, donc ça, on peut en parler. Mais dire qu'ils ont D'accord. remplacé le nucléaire par du charbon, c'est très dangereux. Oui, et ça, vous en parlez notamment dans votre blog. Je crois pas, justement, ça c'est quelque chose que j'ai pas dans le blog, non. Mais pour partager l'expérience, quand j'ai été à l'émission de Frédéric Tadei sur RT France pour parler de nucléaire, j'avais en face de moi Charlotte Migeon de Sortir du nucléaire. Mhm. Et j'ai abordé ce sujet-là, j'ai fait très attention à parler du maintien du parc charbon en Allemagne. Et Charlotte Migeon de Sortir du nucléaire m'a sauté à la gorge en disant c'est pas vrai, ils n'ont pas remplacé le nucléaire par du charbon. J'ai jamais dit ça. Et d'ailleurs, il s'est fait recadrer par le présentateur qui lui a dit il n'a pas dit ça, laissez-le parler. Oui. Et si j'avais fait l'erreur de dire ça, elle aurait pris un ascendant très rapidement sur moi à cause de ça. D'accord, oui. Catherine, je vous invite à nous rejoindre. Merci Tristan pour les réponses à ces questions. Donc, on va en fait traiter finalement les questions qui n'ont pas été répondues précédemment. Donc, il y en a eu plusieurs dans l'onglet questions-réponses. Catherine, est-ce que vous êtes parmi nous? Bon, en attendant, on va continuer finalement avec les autres questions qui se sont posées, Tristan. On a Gwenaël qui demande, est-ce que tu penses que se joindre aux zététiciens ou aux collectifs comme No Fake Science pourrait être une bonne idée en termes de communication? Alors, à titre personnel, les zététiciens, c'est des gens qui sont très bons pour lire des pages de publications scientifiques et moi, j'y arrive pas. Lire une publi, ça me prend 5 jours. Donc, je ne peux pas vraiment m'identifier à eux, Oui. mais après, je suis proche de ces mouvements-là, j'échange beaucoup avec eux, il n'y a pas de souci. Et eux-mêmes savent que s'ils ont des questions, ils ne vont pas hésiter à me venir solliciter. Et No Fake Science, je fais partie moi-même des rédacteurs originaux de la Tribune. On était 21, je crois, rédacteurs à la base, donc oui, évidemment. Après, au niveau de la filière, non, c'est pas une bonne idée parce que c'est des mouvements qui veulent rester indépendants des lobbies, hein, sans que ce soit un gros mot, hein, des organes d'influence industrielle et privés. Donc, en termes au nom de la filière, se rapprocher d'eux, être en interaction, oui, mais pas voilà, c'est tout, quoi. Juste être à leur disposition et les laisser faire le boulot et les aider s'ils ont besoin d'aide. D'accord, ok. Et par rapport aux actions de communication d'autres personnes ou associations, comment est-ce que vous vous positionnez? C'est-à-dire que vous communiquez en réaction principalement ou est-ce que vous ciblez certains sujets comme les sujets d'actualité ou les fake news ou autre chose? Les deux, complètement. J'ai aussi bien des fois j'ai envie de vous parler de tel sujet et j'avais fait toute une série de threads et de billets de blog sur le cycle du combustible, où vraiment la mine jusqu'au surgénérateur en passant par l'enrichissement, le retraitement et tout. Ça, c'est juste parce que j'avais envie de parler de ça, c'est un sujet que j'adore, qui me passionne. Et puis, je dirais une légère majorité du temps, c'est plus en réaction à l'actualité ou à des propos tenus par des officiels ou des associations, mais c'est parce que c'est plus économique de rebondir sur quelque chose en termes de temps de travail que de construire ex nihilo un raisonnement, un plan, un discours, un cours, quoi. Bien sûr. Vous m'entendez? Merci. Oui. On a également une question de Julien qui dit « J'ai le sentiment sur Twitter, avec vos interventions de qualité et celles d'autres, que les arguments fallacieux sont vite débunkés. Est-ce que je vis dans une bulle ?» Alors, juste, Catherine, on vous a entendu, mais on ne vous voit toujours pas. Et du coup, pour répondre à la question, Twitter, c'est une bulle, en fait. Donc, ce qu'on voit sur Twitter, cette impression, je la partage, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai l'envie de croire que ça se diffuse en dehors, hein, et que dans la presse, on a vu, notamment avec l'action des voix du nucléaire lors de la fermeture de Fessenheim, il y a eu quand même une pleine page du Monde consacrée à leur action devant le siège de Greenpeace pour faire parler d'eux. J'avais eu des échanges, on est plusieurs à avoir eu des échanges avec une journaliste d'Arrêt sur Image qui avait fait un gros dossier « Et voici les écologistes pro-nucléaires ». Donc ça diffuse en dehors de Twitter, mais c'est beaucoup moins vite que ça ne l'a fait dans Twitter. Faut bien l'avouer. C'est sûr. Merci. On a également une question d'Alexandre qui nous dit « Tristan, à votre avis, quelle est la lecture ou la vidéo la plus efficace, vous ou d'un autre influenceur, pour changer d'avis sur le nucléaire en 20 minutes d'attention ?» Je ne sais pas si vous avez un exemple à J'allais donner les vidéos du réveilleur. disposition. Les vidéos de réveilleur, on est plus proche donc la chaîne du réveilleur, on est plus proche de 20 heures de vidéo que de 20 minutes. Sinon, en ressources, en 20 minutes, c'est compliqué.
En vrai, en 20 minutes, je pense que le plus efficace, c'est d'être soi-même en capacité de faire un échange avec une personne et de répondre à ses questions, lui expliquer ceci, cela, pouvoir cibler ce qui l'intéresse plutôt qu'un contenu générique, en fait. Oui, donc plus interroger quelqu'un dans un échange de vive voix. Très bien, merci. Une autre question de Fabrice, plutôt une remarque, qui indique que le biogaz allemand utilisé principalement pour la production électrique égale principalement à base de maïs ensilé, 70% en valorisation énergétique. Est-ce que... Alors c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de remplacer le nucléaire en partie par de la biomasse. Le terme exact, c'était des bioénergies. Et il y a moyen que ça inclue le biogaz et pas que le bois ou les déchets solides, mais j'ai pas plus. J'ai des données, mais j'ai jamais cherché à fouiller de ce côté-là. Donc je peux pas du tout parler de ça. Très bien. On a Julien également qui demande: cette activité sur les réseaux sociaux n'est-elle pas trop chronophage? Les outils comme TweetDesk ou d'autres, est-ce que ça rend vos interventions plus efficaces? Oui, clairement, j'ai pu faire la différence. Enfin, c'est chronophage. Quand je suis typiquement pendant les jours de télétravail, notamment dans le confinement, quand j'étais chez moi avec, oui, je tweete toute la journée. Je fais en sorte que ça n'empiète pas trop que ça n'empiète pas sur mon travail. Je me débrouille pour faire mon boulot dans les temps. Et je me rends compte que le fait d'avoir TweetDeck sur mon PC perso pendant le télétravail, plutôt que de faire une pause en temps pour aller tweeter sur mon téléphone quand je suis au travail, ça fait que je perds beaucoup moins de temps en fait. C'est beaucoup plus simple l'utilisation TweetDeck que juste Twitter sur le téléphone. D'accord, ok. Il y a des moyens que ce soit moins chronophage, oui. Très bien, merci. On a Clarisse qui nous demande, qui nous indique qu'on manque dramatiquement de jeunes qui veulent travailler dans le nucléaire. N'y a-t-il pas des actions de communication à faire dans les écoles ou les universités auprès des jeunes, mais aussi de leurs enseignants? Je ne sais pas si vous intervenez en université ou... Je commence en novembre, j'ai le planning aujourd'hui. Ah, très bien. Vous allez dans des écoles d'ingénieurs ou... Dans écoles d'ingénieurs, oui. Ouais. Mais mince, j'allais répondre quoi? J'ai perdu le fil. Alors auprès des profs, c'est très compliqué. Ah oui, ce que j'allais dire, c'est que c'est quelque chose qu'on réfléchit au sein des voies, c'est quelque chose qu'on réfléchit au sein de la Sphène Normandie, parce que je fais partie de la Sphène Normandie. D'accord. Probablement aussi d'autres divisions régionales qui se sont posées la question. Mais c'est très compliqué d'aller auprès des principaux, des professeurs, des proviseurs, des directeurs d'école, et de se vendre en tant qu'industriel nucléaire pour en parler. Ça fait vite le lobby qui veut mettre le pied dans l'éducation. D'accord, donc c'est plutôt l'inverse, ceux qui viennent vous solliciter. Ouais, les écoles, les universités, c'est différent parce qu'ils sont demandeurs d'une formation dans le domaine. Oui. Mais par contre, tout ce qui est collège-lycée, c'est un peu plus délicat. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, j'oserais pas ce jour aller interpeller un prof de physique ou un directeur, un proviseur, pour lui dire: si ça vous intéresse, j'aimerais bien, je dispense des cours sur les cultures de l'énergie et du nucléaire. Oui. Moi, je n'oserais pas faire ça. Mais c'est peut-être ce qu'il faudrait faire, mais c'est pas moi qui vais le dire alors. Oui, ça rejoint une question précédente qu'elle avait posée pendant la présentation de Catherine, où en fait elle demande comment sont formés les ambassadeurs pour délivrer le bon message, savoir répondre sans que ça tourne mal sur ce sujet hypersensible, surtout sur les réseaux sociaux, puisque finalement vous êtes un ambassadeur d'Orano. Alors on n'a pas de formation à proprement parler. Par contre, je pense que la direction de la communication qui a fait ça, qui a mis à disposition une application une application mobile réservée à nous autres en interne. D'accord. Qui fournit qui expose un peu comme sur Trello, un peu des petites cartes, idées reçues, numéro 1, numéro 2, numéro 3, sur donc le nucléaire pollue, le nucléaire ça fait le cancer, je sais plus en tête. Et dedans, on peut l'ouvrir les cartes, on a une petite description synthétique et on peut creuser pour avoir quelque chose de plus exhaustif. Donc ils ont mis à disposition une ressource pour accéder à l'information. D'accord, très bien. Qui gagnerait à être enrichi, mais qui a le mérite d'exister. Et vous êtes nombreux, c'est les personnes volontaires en fait qui s'ajoutent sur cette application-là Ah oui, en fait c'est la direction de la com qui l'alimente en contenu. Ouais. D'accord. Après, elle a été communiquée sur l'intranet de l'entreprise, je crois, et il utilise ce qu'il veut. Je n'ai pas de statistiques d'utilisation. Je ne sais pas si elle a rencontré le succès qu'on pourrait en espérer, mais en tout cas, elle existe. Voilà, d'accord, merci. On a Guillaume, donc sur un tout autre sujet, qui nous indique que les démocrates américains se déclarent pro-nucléaire. Est-ce qu'en France, un parti peut oser le dire sans perdre beaucoup de voix? Alors là, revoilà Catherine. Bonjour. Bonjour Catherine. Technique.
L'information que j'ai eue, c'est que c'est une frange qui est apparemment très à droite des démocrates. Alors, je ne connais pas bien la politique US, hein, c'est vraiment les informations qu'on m'a données. Et qui serait assimilable à La République En Marche en France d'une certaine manière, donc qui n'est pas un mouvement auquel vont s'associer les partis écologistes à gauche, quoi qu'il en soit. Donc, c'est pas forcément une si bonne nouvelle qu'on a pu le croire. C'est pas les démocrates, quoi. C'est pas si simple. Oui, d'accord. Rebonjour. Catherine, on en profite que vous soyez revenue pour vous demander quelle est la liberté en fait d'une direction de communication comme celle d'Orano. Enfin, quelle marge de manœuvre avez-vous? Est-ce que vous avez des sujets dont vous devez, voire vous ne pouvez pas parler? Il n'y a pas des... Alors, bien évidemment, quand je dis il y a des sujets dont on doit parler, il y a des sujets dont on a décidé de parler. Quand j'évoquais tout à l'heure le point de départ de la campagne et de l'étude que nous avons faite, c'était effectivement, c'était un parti pris. Après tout, on aurait pu nous dire pourquoi Orano s'exprime au nom de la filière, pourquoi Orano ne communique pas simplement sur sa marque et son activité. Donc, c'est un choix. Une prise de risque aussi, parce que vous avez derrière, vous inscrivez une volonté de rentrer dans le débat. Donc, quand vous voulez rentrer dans le débat, il faut accepter le débat et l'échange. Donc, il n'y a pas, et bien évidemment, quand on a travaillé sur la campagne des reçus, on en a identifié des thématiques qui nous semblaient importantes comme étant les conducteurs de la campagne qu'on a déroulée derrière. Donc, c'est effectivement les sujets sur lesquels on avait envie de s'exprimer. Et c'est vrai que j'ai entendu un petit peu la fin quand je suis revenue à la connexion. On est vraiment dans un contexte aujourd'hui où les enjeux climatiques ils sont extraordinaires. Ils dépassent une entreprise comme Orano. Ils nous concernent tous en tant que citoyens. Donc, ça nous semble important qu'Orano et la filière se positionnent dans ce débat. On a bien sûr une voix à apporter et on n'a pas. Alors après, il n'y a pas des sujets dont on n'a pas envie de parler. Et régulièrement, si vous suivez nos comptes sur les réseaux sociaux, on se positionne à travers ces différents réseaux dans un dialogue ouvert et c'est ça qui est, je trouve, important. Et à mon sens, les réseaux sociaux, j'écoutais ce que Tristan disait tout à l'heure, ont ouvert le champ du dialogue. Il n'est pas que sur les réseaux sociaux, il ne faut pas qu'il ne soit uniquement là-dessus. Derrière, on peut avoir des débats, de réunions plus physiques, même si c'est compliqué en ce moment. Ça ne peut pas être aussi que par l'intermédiaire des journalistes. Les réseaux sociaux offrent quand même si à un moment donné, on était un petit peu peut-être parfois dans la caricature des pros et des antis, je trouve, je ne sais pas si Tristan partage cet avis, mais je trouve que le champ de l'échange s'est un peu plus ouvert ces dernières années. Qu'on voit aussi des gens qui ont une position moins dogmatique, me semble-t-il, sur ces thématiques-là. En tout cas, les choses changent et c'est important. Enfin, c'est vraiment, si on part sur une démarche comme on l'a choisi, c'est pas pour dire il y a des sujets, je vais pas parler des déchets nucléaires parce que ça m'arrange pas, parce que c'est un sujet compliqué, parce qu'on a du mal, on sent bien que c'est un sujet un petit peu tabou. Au contraire, non, il y a vraiment des sujets qu'on a envie de mettre sur la table. Et effectivement, on a un parti pris sur cette campagne parce que c'était ce qui nous semblait revenir dans les idées reçues, évidemment, des grands publics, mais aussi des messages sur lesquels on avait envie de communiquer, bien sûr. D'accord, merci. Alors, j'entendais parler d'ambassadeur tout à l'heure, mais je suis arrivée à la fin du commentaire de Tristan, donc je ne sais pas. J'ai introduit l'application Orano et des reçus pour expliquer une question qui portait sur la formation des ambassadeurs. D'accord. J'ai présenté cette application dont j'ai oublié le nom. Scope, Voilà, merci, Scope, l'application sur le site. Et d'ailleurs, on va sortir très prochainement une version Scope sur les déchets nucléaires, justement. D'accord. Oui, voilà, parce que la question portait autour de ce sujet et savoir comment se placer si vous étiez formé à communiquer. En fait, alors, je vois une question, enfin, j'ai vu passer une question là sur la présentation d'Orano sur l'étude BVA. Enfin, moi, j'ai pas de souci à la mettre à disposition. D'ailleurs, elle est en ligne sur le site internet dans l'espace prêt. D'accord, merci.
Je vois qu'il est 14h01, donc je vous propose de conclure ce webinaire. On n'a pas pu... C'était peut-être un format un peu court sur ce sujet très vaste. Merci à vous pour ces échanges très riches. Et voilà, on voudrait conclure en vous posant une question à vous deux. Qu'est-ce qui vous a amené dans la filière nucléaire et que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à la rejoindre? Tristan, vous avez commencé à en parler tout à l'heure lors des questions. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui hésite à rejoindre cette filière? Tristan qui répond ou c'est moi, pardon, j'ai pas entendu. Tous les deux. Oui, je proposais à Tristan de commencer. D'accord. Moi, je vais parler, alors pour les aspects scientifiques, la pluralité des sujets, parce que dans le filière nucléaire, on va toucher à la chimie, la mécanique des fluides, des matériaux, il y a presque tous les domaines qui sont représentés. Donc pour les scientifiques, les futurs ingénieurs, c'est un argument en or. Et pour les autres domaines, c'est les aspects, les enjeux sociétaux qu'il y a derrière et environnementaux. En fait, ça nous rend acteurs d'un sujet majeur qui est la décarbonation de l'énergie. Et c'est quelque chose qui est quand même relativement pas mal engageant, tout simplement. D'accord, merci. Si je prends ma démarche personnelle, en fait, j'allais dire, je suis arrivée au départ un petit peu par hasard dans le groupe et j'y ai trouvé des gens passionnés par leur métier, passionnés par les enjeux qui sont les nôtres, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. On est vraiment, je trouve, et ça je le ressens à titre personnel, et aussi si j'ai à échanger avec des jeunes qui te posent la question de est-ce que je viens dans une activité comme celle-là, je trouve qu'il y a d'abord une maîtrise de l'excellence eu égard à nos métiers, qu'ils soient effectivement techniques, une nécessité d'excellence en la matière, et puis pour moi vraiment le sentiment d'être au cœur des enjeux d'aujourd'hui, de demain. Qu'est-ce qu'on donne aux générations futures, les enjeux climatiques. Enfin, dans quel secteur vous pouvez être autant au cœur de ces enjeux-là, au cœur de cette activité, et c'est passionnant. D'accord, très bien. Merci pour vos interventions, vos présentations, vos échanges, vos réponses aux questions. C'était très riche et ça donne envie de continuer les discussions. Chers participants, merci à tous pour vos questions. Et nous nous excusons pour ceux dont on n'a pas pu répondre à toutes les questions. C'est le format qui impose cela. On vous fait parvenir un quiz pour recueillir à chaud vos retours sur le webinaire, donc qui s'affiche à l'écran. Et rendez-vous pour le 5e webinaire le vendredi 25 septembre à 13h qui s'intitule « Quelles innovations pour garantir les compétences de notre filière ?» Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à vous.